et Kairé, finalement déférés au parquet ce mardi. Les deux individus sont poursuivis pour propos contraires aux bonnes mœurs. Justement, ils seront fixés sur leur sort par le procureur. La défense d'Azoura Fall, de son côté, mettait en avant hier une fragilité mentale de son client. Et puis la première participation hier du chef de l'État au Africa CEO Forum. À cette occasion, il a abordé avec le journal Jeune Afrique la souveraineté numérique africaine. Il a alors présenté la vision numérique du Sénégal. Voilà tout pour l'essentiel des titres de ce journal. Le développement, c'est tout de suite. Et c'est donc en justice que nous démarrons cet après-midi, placé hier en garde à vue dans les locaux de la division spéciale de cybersécurité Hassan Gueye, alias Azoura Fall, et son compère patriote El Hadj Ousseynou Kairé ont été déférés ce mardi au tribunal de grande instance hors classe de Dakar. Les deux individus sont poursuivis pour propos contraires aux bonnes mœurs. Ils seront fixés sur leur sort par le procureur. En attendant, on reste sur le cas Azoura Fall. Hier, sa défense a mis en avant une fragilité mentale due aux conditions de détention dont il a été victime par le passé en prison. Ils sont également revenus sur l'interpellation de Kairé, un autre influenceur sur TikTok. Au terme d'une audition qui s'est étendue sur toute une journée, Azoura Fall a été placé en garde à vue. Convoqué par la division spéciale de cybersécurité, ce militant du parti au pouvoir, réputé proche du Premier ministre Ousmane Sonko, a été interpellé. Il est poursuivi pour un seul chef d'inculpation. Azoura Fall a fait l'objet de placement en garde à vue pour diffusion de discours contraires aux bonnes mœurs. Pour sa défense, ses avocats évoquent des troubles psychologiques consécutifs à des problèmes de santé apparus après son incarcération sous le régime de l'ex-président Macky Sall. Azoura Fall, il était avec près de 199 détenus. Pendant 6 mois, il ne pouvait pas dormir. Il restait debout, ce qui lui a causé des problèmes de santé et des problèmes pulmonaires. Et c'est ce garçon-là qui aujourd'hui a insulté ses bourreaux, simplement parce qu'il avait quelque chose dans le cœur qu'il devait sortir. Mais quelqu'un qui a perduré en prison, qui a souffert dans l'âme, qui a résisté au point d'en être atteint psychologiquement et psychiatriquement, est aujourd'hui retenu en prison, presque par ses bourreaux. Devant les locaux de la division spéciale de cybersécurité, des militants du PASTEF font manifester leur soutien. En colère, ils dénoncent ce qu'ils considèrent comme une persécution. Ils nous ont trahis. Ils nous ont trahis. Ils nous ont trahis. Le procureur de la République s'est autosaisi du dossier à la suite d'insultes adressées à l'ancien président Macky Sall et à d'autres personnalités. Azoura Fall doit comparaître ce mardi. 3 scénarios sont envisageables: un classement sans suite, l'ouverture d'une information judiciaire ou une comparution immédiate pour flagrant délit. Azoura Fall, il faut le rappeler, est parti de son propre chef répondre aux enquêteurs de la cybercriminalité sur place. À son arrivée hier, ses soutiens et avocats étaient présents pour l'accompagner. Ces derniers évoquent justement une certaine instabilité mentale depuis sa sortie de prison. Attendu dans les locaux de la division spéciale de la cybersécurité, Azoura Fall est arrivé à 10h05, arborant le drapeau aux couleurs du pays. Ses souteneurs venus en masse déplorent une injustice totale à l'endroit de leurs camarades victimes de nouveau du régime précédent. Mais am na yoo xam ne bu amee day mel ni li amoon bu njëkk li ñu doon xeex moom lañ continuer waat di am. régime bee ko def tey nag on l'a détruit ñi fi nekkoon changé wul ba léegi système bi ba léegi mi ngi fi. Maître Tal, un de ses avocats, affirme que son client est poursuivi pour des propos contraires aux bonnes mœurs, au même titre que Kairé, des faits pour le premier susnommé qui refont surface 9 mois plus tard. La thèse du complot est avancée. Ils font l'objet d'arrestation tout à l'heure ce matin pour des propos que les enquêteurs ont jugés contraires aux bonnes mœurs. Alors, je dois rappeler que jusqu'ici, ils bénéficient de la présomption d'innocence. Le moment opportun, le moment bi, lan la ci opposition bi
mooy lan dañoo bëgg déstabiliser Ousmane Sonko. Pour sa défense, l'instabilité psychique du militant de PASTEF est mise en avant. Et on a eu à déposer son dossier médical. Comme on a eu à rappeler son passé pénal, ainsi que les persécutions qui lui ont valu que sa santé soit dégradée au point qu'il ne jouit pas de toutes ses facultés, aussi bien mentales que physiques. Une thèse que seule la justice peut confirmer. Son avocat, lui, ne compte pas en rester là. Maître Tall de préciser que c'est Moussa Diop qui a diffusé la vidéo incriminant son client. Il exige alors de la part des autorités judiciaires des sanctions également à l'encontre de ce dernier. Alors, li ñu seetlu rek mooy te mu wax ko waxuma li mu wax ci enquête bi mais li ñëpp xam mooy nee nañ lu am 9 mois la déjà vidéo bi ñu génn. Ma question est de savoir qui a partagé la vidéo. Azoura Fall m'a dit que c'est un certain Moussa Diop. Ce qu'il faut savoir, c'est que la loi interdit à la fois la tenue et la diffusion de tels propos. Donc, ça va sans dire que la responsabilité du diffuseur doit être engagée. Tenir une parole est une chose, mais distribuer cette parole à l'endroit du public pour atteindre des cibles beaucoup plus élargies en est une autre. Et sur place, nous avons rencontré Sanoudioun, ancien parlementaire. L'occasion a été pour lui de revenir sur la polémique autour des supposés 1000 milliards impliquant l'ancien président Macky Sall. Il reconnaît d'ailleurs avoir reçu une sommation interpellative émanant de ce dernier. Ce n'était même pas une plainte. Les gens racontent ce qu'ils veulent, mais ce n'est pas la vérité. Bien vrai que j'ai reçu une sommation interpellative à laquelle on a répondu le jour même. Les juristes m'ont bien accompagné. Et pour dire vrai, cette sommation interpellative m'a permis de tirer beaucoup de choses au clair. Donc loolu na seen xel dal. Le moral est bon alors. Non, le formidable parce que daf ñu may occasion sax ñu mën a waxtaan ci lu bëri encore. On reste en justice avec une autre arrestation, cette fois-ci celle d'un chroniqueur. Aaron Agnan a été placé en garde à vue ce lundi à l'issue de son audition par la division spéciale de cybersécurité. Le chroniqueur, connu pour ses sorties controversées, a affirmé le 15 avril dernier sur le plateau de Sénégal 7 que le personnel médical sénégalais a sciemment transmis le coronavirus à la population lors de la pandémie de Covid-19. Il est accusé alors de diffusion de fausses nouvelles et a passé la nuit dans les locaux du commissariat d'arrondissement du Plateau en attendant son déferment prévu ce mardi au tribunal de grande instance hors classe de Dakar. Pendant ce temps, la scène politique qui s'anime autour du dialogue national prévu à partir du 28 mai prochain. Cheikh Ibrahima Diallo, secrétaire général du Parti Justice et Développement, s'oppose fermement à la démarche du gouvernement. Il déclare ne pas avoir reçu d'invitation officielle et accuse alors le pouvoir en place de vouloir étouffer certains partis politiques. Notre parti est légalement constitué, a reçu le récépissé en 2014, le 28, je crois, novembre. Donc, on est légalement constitué. Comment inviter des coalitions, puisqu'ils ont participé aux élections, et que les partis n'ont pas participé? C'est les partis qui ont constitué les coalitions. Et que les coalitions aussi, ça ne dit pas, c'est éphémère, c'est, comment dire encore, c'est consensuel. Après les élections, il y a beaucoup de partis qui sont sortis de leur coalition et ont retrouvé leur autonome. Donc inviter les coalitions sans les partis, ça veut dire que ce dialogue, c'est, comment dire encore, il y a quelque chose qu'on a caché et qu'on a commencé à le pratiquer. C'est que c'est ces partis-là qu'on veut éliminer.
Politique toujours, la rationalisation des partis politiques est désormais donc une priorité pour le président de la République. Cette réforme qui vise à moderniser le système politique sénégalais inclut la définition des modalités de financement des partis ainsi que le statut de l'opposition. Matar Bari pour les détails. La réforme du système politique sénégalais passe inévitablement par une rationalisation des partis politiques. Ce sera d'ailleurs l'une des thématiques du dialogue prévu le 28 mai prochain. Il existe au Sénégal plus de 300 partis politiques, d'où la nécessité de les rationaliser. Le PASTEF en avait fait une promesse réaffirmée par le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, après son accession au pouvoir. Il y a beaucoup de partis politiques au Sénégal. Nous devons faire en sorte de réduire le nombre, aider les autres partis restants à mieux se positionner sur la scène politique. Déformer, d'animer la vie politique. Une volonté d'assainir l'espace politique à laquelle adhèrent un certain nombre d'acteurs, aussi bien politiques que de la société civile. Des propositions que nous avons toujours faites. On ne peut pas créer un parti politique et dire que je ne vais jamais à des élections. À chaque élection, c'est des coalitions qui se forment. Il nous faut un nombre réduit parce qu'aujourd'hui, on se retrouve avec près de 400 partis. L'autre équation à résoudre, c'est le financement des partis politiques. Au Sénégal, les financements des activités politiques sont sujets à polémique malgré les dispositions de l'article 3 de la loi 1989-36 du 12 octobre 1989 relative aux partis politiques. C'est un problème qu'il faut absolument régler, sinon il y aura un désordre. Chaque parti va chercher de l'argent par tous les moyens possibles et ça pourrait être de l'argent illicite. Parti politique, L'État peut accompagner les partis comme il l'a fait avec la presse. Je parle bien sûr des partis qui vont régulièrement aux élections. Le Sénégal se dirige ainsi vers une refonte en profondeur de son système politique. Entre autres points prévus par le dialogue, la redéfinition du statut de l'opposition et de son chef. Du côté de l'université, à présent, avec le désespoir des étudiants de Master 2, ils dénoncent la suspension des bourses d'accompagnement qui leur permettaient, disent-ils, de subvenir à leurs besoins essentiels. Ils demandent une réaction rapide de la part de leur ministère de tutelle. Vous affirmez que cette bourse ne repose sur aucune base textuelle. Nous vous répondons que cette bourse n'a pas besoin de base textuelle pour être légitime, car elle découle d'une nécessité évidente et d'un principe fondamental de justice et d'égalité. Cette bourse constitue un soutien indispensable face au chevauchement des années universitaires. Initialement, le Master 2 à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar devait se dérouler sur 2 années. Pourtant, depuis plusieurs années, il s'étend sur 3 ans au minimum, une situation qui ne relève en aucun cas de la responsabilité des étudiants. Ce retard engendre des charges financières supplémentaires et considérables auxquelles les étudiants doivent faire face sans soutien adéquat. Parmi ces charges incompressibles, l'obligation de réinscription annuelle. Tout étudiant en Master 2 se voit contraint de se réinscrire chaque année tant qu'il n'a pas soutenu son mémoire. Pendant ce temps, les PME et PMI sont au cœur des défis économiques du Sénégal. Bien que leur rôle soit crucial pour le développement, elles peinent à accéder au financement, mais également au marché. Pour y remédier, le gouvernement travaille sur une stratégie nationale visant alors à faire de ces entreprises de véritables championnes économiques. Véritable moteur de croissance économique, les PME représentent une partie importante du tissu économique sénégalais. Moyenne entreprise, petite entreprise, très petite entreprise, les PME poussent dans tous les coins de rue du pays. Cependant, elles sont confrontées à d'énormes difficultés, notamment liées à l'environnement du marché. Nous, on ne connaît que les objets d'art, mais depuis un certain temps, on ne voit plus de touristes. On nous promet souvent des foires dans les pays européens, mais ces promesses ne sont jamais tenues. Oui, les contraintes sont ainsi nombreuses. À ce qui concerne la douane, ça nous pose beaucoup de difficultés. L'accès au financement reste aussi une contrainte systémique, freinant leur développement. Nous avons pourtant tous les papiers nécessaires pour accéder au financement,
registre de commerce, carte commerçant, entre autres. À mon avis, l'octroi de financement doit se faire sans clientélisme et avec une plus grande transparence. Face à la nécessité à faire de ces PME un tissu économique plus dynamique, inclusif et compétitif, le Premier ministre Ousmane Sonko avait annoncé lors de sa déclaration de politique générale une stratégie nationale de promotion et de développement des PME, laquelle est en train d'être peaufinée. Un des objectifs majeurs de cette stratégie est de voir aussi par rapport aux institutions du Premier ministre et du Président de la République comment, encore une fois, avoir un avènement des affaires propres aux PME et aux PMI, un dispositif harmonisé d'appui et d'encadrement dans ce sens, d'où l'intérêt de cette stratégie unique pour une première fois de voir encore une fois comment intervenir pour une bonne approche opérationnelle d'appui et d'encadrement des PME et des PMI. Lancés au mois de février, différents dialogues thématiques à l'image de celui d'aujourd'hui sont prévus pour approfondir les enjeux qui traversent le développement des PME et PMI. Dans ce même siège, le docteur Alioune Dione a visité les stands de la Foire internationale de l'agriculture et des ressources animales à l'occasion de la journée dédiée à son département. Le ministre de la Microfinance et de l'Économie sociale et solidaire s'est réjoui du potentiel de transformation trouvé sur place. Je vois qu'il y a réellement d'énormes potentialités qui ne sont pas encore exploitées à leur juste mesure. J'en profite pour féliciter le directeur général de la FIARA et le directeur général du CICES pour cette belle opportunité. J'avoue que je venais à la FIARA, mais la perception que j'ai présentement, après avoir été à une position qui me permet d'intervenir au nom du président du Premier ministre, comme voilà, un décideur politique public, j'ai véritablement senti que ce que nous comptons faire en termes de souveraineté économique de manière globale, pour ne pas dire seulement agricole, parce que vous avez pu voir que les produits, ce qu'on a visité comme produits, la richesse même de ces produits fait que véritablement la souveraineté économique est une réalité et ce gouvernement est en phase d'aller véritablement vers une économie souveraine. C'est ça que j'ai pu tirer au-delà du constat, c'est ce sentiment de satisfaction que vraiment j'éprouve. Nous en parlions dans les titres. Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a pris part hier à la cérémonie de lancement de l'Africa CEO Forum, un rendez-vous pour des milliers d'entreprises, investisseurs et décideurs publics pour optimiser la collaboration publique-privée. Et dans une conversation avec Jeune Afrique sur le thème de la souveraineté numérique, le chef de l'État a ainsi décliné sa vision du numérique pour le Sénégal. Après le lancement du New Deal technologique, le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, continue à poser les jalons de sa vision de la souveraineté numérique du Sénégal. Lors d'une conversation avec Jeune Afrique à l'occasion de l'Africa CEO Forum, il est revenu sur la stratégie nationale. La souveraineté, la vision que nous en avons, c'est une vision stratégique prioritaire au Sénégal dans la mesure où nous considérons que c'est une révolution que nous ne pouvons pas rater après les autres révolutions qui se sont passées quasiment sans nous, je veux dire sans l'Afrique. Cette vision s'articule autour de trois axes: la maîtrise des infrastructures, le développement des compétences et la maîtrise du cadre réglementaire. Mais cette volonté demande beaucoup d'investissement. Le New Deal technologique que nous avons conçu au Sénégal, nous l'avons évalué à 1,7 milliard de dollars. Et le partenariat que nous cherchons à nouer est un partenariat qui repose sur la collaboration avec des investisseurs internationaux dans le cadre d'un partenariat public-privé, mais aussi avec l'offre locale. Des partenaires sont ainsi en vue, mais hors de question, selon le président de la République, de monnayer la souveraineté sur nos données, non plus sur les infrastructures. Et les partenariats que nous privilégions sont des partenariats qui prennent en compte cette dimension-là, mais qui en même temps
opère un transfert de technologie au niveau local. Au-delà du Sénégal, il estime que cette souveraineté doit être portée au niveau panafricain. Donc c'est à l'échelle de tous les cadres d'intégration régionale, sous-régionale ou communautaire qu'il faut organiser la réponse. Le numérique occupe ainsi une place de choix pour le projet d'un Sénégal souverain, juste, prospère auquel aspire le président de la République, mais il est d'abord urgent de régler le problème de la collectivité. Une note de religion pour terminer, direction Keur Massar, 1 million de fidèles attendus au pèlerinage de Nguediaga prévu au lendemain de la fête d'Achoura, un grand événement religieux après celui de l'appel de Yoff à Comberen et Ngor. Le comité d'organisation des Layènes, le préfet et les différents services ont ainsi tenu une réunion pour poser les premiers actes pour la réussite de l'événement. Nous avons demandé à l'ensemble des services concernés non seulement de satisfaire le plan d'action proposé, mais surtout de s'appuyer sur les acquis pour apporter les améliorations et les corrections appropriées. Une attention particulière a été accordée à la sécurité, mais aussi à l'aménagement des axes routiers qui mènent vers le site, sans occulter l'importance de l'approvisionnement en eau, de l'approvisionnement en électricité, la couverture en réseau, téléphonique comme Internet, l'hygiène, l'assainissement et la santé. Place tout de suite à la revue de presse. Bonjour, nombreux sont les journaux qui sont revenus sur les mesures annoncées par le gouvernement pour la prévention et la gestion des inondations. L'info pointe une série de mesures jugées fortes pour anticiper et atténuer les impacts des inondations. Sur le journal, il s'agit d'un vaste programme d'opérations pré-hivernales et de travaux structurants dans les zones vulnérables à finaliser d'ici le 15 juillet 2025. La tribune lui révèle que les ministres concernés devront engager des plans d'accélération et prévoir, à défaut de déterminer des mesures transitoires, palliatives sur les sites concernés. Restons dans la tribune qui, avec la participation du président Diomaye Faye à l'Africa au Forum à Abidjan, en Côte d'Ivoire, avec les ambitions au Sénégal par rapport au numérique, organisé par Jeune Afrique, alors que même son équipe avait brandi une menace de censure contre ces médias. Sans le soleil, Diomaye a saisi cette tribune pour réaffirmer l'ambition du Sénégal de développer son secteur numérique à l'instar de l'Estonie et du Rwanda. Outre cette rencontre, revenons au Sénégal avec le cas Azoura Fall. Selon Vox Populi, il a été placé en garde à vue avec Kairé, poursuivi pour diffusion et discours contraires aux bonnes mœurs. Ils seront présentés au procureur aujourd'hui. Maître Bamba Cissé, son avocat, dénonce une déloyauté procédurale. Le Peuple quotidien lui aussi fait focus sur le cas Azoura Fall en détention. Mais selon le journal, au même moment, Lat Diop, Samuel Sarr, Farmangom, tous sont en prison avec une santé déclinante. Source A lui évoque sa santé mentale et indique que ce dernier, notamment Azoura Fall, a été auditionné hier à la division de la cybersécurité. Il a été placé en garde à vue. Même son de cloche pour Point Actu qui écrit la santé mentale d'Azoura Fall a été évoqué. Mais cela n'a pas suffi pour son placement en garde à vue. Dans Point Actu, nous restons pour aborder la question du dialogue national. Sur le journal, la PR scellée dans sa volonté de boycotter le dialogue. Des partis politiques y seront. Et le journal révèle que des dignitaires de la PR risquent de se désolidariser et participer au dialogue. Dans Walf Quotidien, c'est Willan, toute griffe d'or. Sonko et Diomaye, selon lui, restent des apprenants mais toujours pas doués. Mais que la PR, le PDS et le PS n'ont pas le droit de faire dans le mairie. La reddition du compte continue de susciter l'intérêt pour le quotidien L'Observateur. Le journal consacre une révélation portant sur près de 5 milliards de francs CFA déboursés en pleine tourmente post-électorale sous couvert d'indemnisation pour des dommages subis lors de la journée de manifestation du 9 février. Synergie Afrique a perçu sur le journal la somme faramineuse de 4 milliards. Enan Chine a touché 791 millions. Détaille L'Observateur. Dans cet ordre d'idée, enquête revient sur le flou artistique entretenu autour de la haute trahison. Ni le code pénal ni le code procédural pénal ne prévoit la haute trahison malgré son inscription dans la Constitution depuis 1963. Libération lui indique que le faux juge, notamment le président Fall, a été démasqué, arrêté au bureau numéro 4, Samba Kordia Fall de son vrai nom et le neveu de Maïsra et s'est dit consultant. En sport, Record parle de 4 buts marqués par Sadio Mané et le réveil du Nancho. Bonne lecture. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. À 14h, vous avez le Wolof. Merci, bonne suite de programme sur la 7 TV.